Bon, ici, donc, je vais voir ici les quadripôles. Voilà, les quadripôles. Et dans les quadripôles, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Voilà, on les retrouve surtout dans les systèmes d'amplification, dans les systèmes automatisés, etc., etc. Bon, les quadripôles, comme son nom l'indique, quadri, c'est quatre pôles. Donc il faut s'attendre à mettre 4 pôles, c'est-à-dire deux fois deux paires de pôles. Donc deux fois une paire de pôles, je m'excuse, c'est 2 fois une paire de pôles. Parce qu'une paire de pôles contient déjà 2 pôles, 2 fois une paire de pôles contient 4 pôles. Donc on a bien 4 pôles. Bon, et alors ici on a le quadripôle qui est comme ceci. Et alors l'entrée du quadripôle, généralement c'est la partie gauche. Voilà, avec un courant d'entrée, et là un courant de sortie. Bon, courant d'entrée il rentre ici, je vais l'appeler I1 de T en temporel, c'est un signal alternatif, vous aurez compris que c'est un signal alternatif, qui va ressortir par ici. Voilà. Et donc là je peux appeler soit E, A, on peut l'appeler E de entrée, E1, E2, E2, hein, borne E1 d'entrée, borne E2 d'entrée, borne S1 de sortie et borne S2 de sortie. Mais je vais éviter, c'est parce que le mot, enfin la lettre E, j'en ai besoin pour exprimer la tension. Enfin, voilà, la tension. Ou la force électromotrice, j'en aurai besoin à un moment ou l'autre pour exprimer la force électromotrice. Donc j'ai évité le mot E. Voilà. Par contre, je vais appeler ça soit A, B, C, D. Et donc là, on a le courant I1 de T qui va ressortir par ici. Il va parcourir cette zone-là. Alors qu'on a là, on a I2 de T qui va parcourir cette zone-là. Donc I2, voilà. Et I2 est aussi alternatif. Et là, on aura la tension U ou V, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On va l'appeler U1 de T. Et là, on va appeler la tension qui est là, U2 de T. Voilà, et là, on a bien un courant alternatif sinusoïdal, hein, enfin une tension sinusoïdale d'entrée ici, et là de sortie. Donc là, on a affaire à l'entrée du quadripôle. Le quadripôle est là, Q, et là, on a la sortie du quadripôle. Et maintenant, vous allez parler de la fréquence. Ici, U1 de T, vous comprendrez que c'est U1 de T, c'est soit Umax, sinus oméga T plus phi, ou je peux dire que c'est aussi racine 2 fois U efficace fois sinus oméga T plus un certain déphasage phi. Voilà, et il en est de même pour U1, U2, I1, I2. Voilà. Et bien sûr, la pulsation, c'est 2 pi fois la fréquence, ça, vous le savez très bien, et que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc F est égal à 1 sur T. Voilà, mais donc, je peux parler aussi en tension efficace, donc en faisant... si je parle en tension efficace, j'aurai l'amplitude et la phase. L'amplitude et la phase. Donc, je peux parler, si je parle en tension efficace, j'aurai U efficace complexe 1, que je peux appeler U1, je peux appeler ça U1. Hein. U1 comme ceci, complexe. Et là, j'aurai non plus du temporel, mais on aura U2 en complexe. Tout comme ici, on n'aura plus. Ouais, si je fais toujours comme ça, ça ne va pas. Bon, et là, si j'enlève les valeurs temporelles et je mets juste des courants complexes, I1 et là I2, voilà, complexe parce que je le vois avec une barre en bas, c'est juste pour dire qu'on a affaire à un complexe. Et dans les complexes, on aura la valeur, l'amplitude maximale, hein, qui est le module. Voilà, le module sera égal à soit U efficace ou U max. Et U max, U efficace fois racine 2. Donc, mais si j'ai U max ici, je dois avoir U max là. Si j'ai U efficace là, je dois avoir U efficace là. Voilà. Et donc, là, en faisant ça, j'ai deux paramètres. J'ai la norme du vecteur, hein, si je remets en vecteur de Fresnel, j'ai la norme du vecteur et ainsi que la phase. Donc, j'aurai à chaque fois la norme et la phase.
Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau comment on appelle ça, de la fréquence, mais que la tension VS, enfin la tension, enfin, ici j'ai appelé VS U2, I2, et I2, je veux dire, donc les sorties, et la tension de sortie et le courant de sortie, donc ont la même fréquence que la tension d'entrée et le courant d'entrée. Et bien sûr, vous comprendrez que ce qui va différencier, ben, c'est les amplitudes maximales, hein, donc les valeurs efficaces, Umax et la valeur efficace, qui va différencier, ainsi que les phases. Les phases. Et on représente tout ça grâce au nombre complexe là, qu'on a ici. Hein, U1 complexe, U2 complexe, U1 complexe en entrée, U2 complexe en sortie, I1 complexe en entrée et I2 complexe en sortie. Voilà. Donc, c'est ça, un quadripôle, c'est ceci. C'est ce que je vous ai montré là, ce que vous voyez là. Donc, on a affaire à deux bandes d'entrée, deux bandes de sortie. On a bien quatre pôles. Quatre pôles. Donc, on a un quadripôle. Et là, qu'est-ce qu'on a dans le quadripôle? Ben, c'est tout un ensemble, soit de condensateurs, de self, voilà, et de résistance. Bon, s'il ne contient que ça, c'est un quadripôle passif. Il est passif. Voilà, s'il est pas, voilà. Ça, c'est un quadripôle passif, parce qu'il ne contient que des sels, des condensateurs et des résistances. Maintenant, il peut contenir des sources, soit de courant ou de tension. S'il contient des sources de courant ou des sources de tension, là, à ce moment-là, elle va générer des forces électromotrices, donc on a affaire à un quadripôle actif. Donc le quadripôle actif possède bon, des sources de courant ou de tension, ou les deux, ainsi qu'il peut contenir aussi des résistances, des cercles de condensateurs, voilà, des condensateurs. Euh, mais dès le moment où il y a des sources qui vont fournir de l'énergie, on a affaire à un quadripôle actif. Mais s'il ne contient que self-condensateur et capacité, ben on a affaire à des, comment on appelle ça, des quadripôles. Euh, S'il ne contient que des résistances self-condensateurs, on a affaire à des quadripôles passifs. Voilà. Pour qu'ils soient actifs, il faut avoir une source d'énergie à l'intérieur du quadripôle. Bon, alors ici, il existe aussi des quadripôles, je veux dire, linéaires. Donc, on a des quadripôles. On peut avoir un quadripôle qui est actif, un quadripôle qui est passif, mais on peut avoir un quadripôle qui est aussi linéaire. Maintenant, on peut avoir des quadripôles linéaires passifs. Voilà. Et c'est le cas, par exemple, dans les circuits passifs utilisés qu'on retrouve dans les amplificateurs, les amplis. Dans les amplis, là, à ce moment-là, on a des... Voilà, et en automatisme, on trouve aussi des quadripôles linéaires. Bon, qu'est-ce que c'est que linéaire? En fait, ce sont tous des composants, enfin, ce sont comment ça s'appelle? Ouais, on dit que, bon, un quadripôle linéaire, on l'avait vu, on a un petit peu vu avec le générateur de tension de force électromotrice continue. Là, c'était du continu, mais on avait dit que la caractéristique était linéaire, c'est-à-dire une droite. Et donc, dès le moment où, quand on a une caractéristique courant-tension, je veux dire, caractéristique courant-tension je veux dire, d'une fonction, voilà, eh bien, on dira que la fonction est linéaire. Bon. Par exemple, si je prends par exemple une inductance de fer, vous comprendrez, si je prends une inductance, on a, comment ça s'appelle ça? La courbe d'hystérésis, en fonction du champ magnétique H, en fonction du courant. Et alors on a la courbe d'hystérésis qui fait comme ceci. Voilà, et puis quand on revient, on a un rémanent ici, une courbe en banane. Voilà, on a un rémanent de champ magnétique.
Mais vous voyez qu'ici, cette courbe-là, elle n'est pas linéaire. Mais je peux la linéariser ou en utilisant dans sa zone linéaire. Voilà. Donc on peut linéariser des systèmes, comment? Ben, en jouant dans la caractéristique linéaire du système, voilà, de la fonction. Donc, et c'est la même chose, ce sera la même chose pour tout ce qui est système d'amplification. Ben, si la courbe, je veux dire, a une saturation, et il y aura toujours une saturation, fatalement, eh bien, si on travaille dans la zone linéaire de l'amplification, ben, en fait, on a un système linéaire. Voilà. Et donc, les circuits passifs utilisés dans les amplificateurs sont des quadripôles, je veux dire, passifs linéaires. Voilà. Voilà, donc ici, et on peut retrouver ça bon, soit dans les systèmes d'amplification, dans les systèmes de filtrage, d'amplification, filtrage, enfin, dans beaucoup de systèmes, on peut retrouver ça dans des automatismes de correction, voilà, on peut retrouver ça dans beaucoup je veux dire, de systèmes. Des systèmes de correction, système d'amplification, système de filtrage, voilà, dans beaucoup de systèmes, on peut retrouver, je veux dire, des quadripôles passifs linéaires. Et alors, on sait bien que dans la plupart des circuits utilisés dans les amplificateurs, ben, ce sont des quadripôles. Ce sont des quadripôles parce qu'ils présentent quatre bornes. Quatre bornes, donc quatre pôles. Donc, qui dit quatre pôles dit, bon, quadripôle, donc les transistors, bon, généralement, ils seront, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça ils seront, je veux dire, caractérisés par un, un système quadripolaire. Et ce sera plus facile pour les simplifications de schémas, de schématiques, en utilisant, je veux dire, les systèmes quadripolaires. Voilà, donc en fait, on peut avoir des quadripôles actifs. Bon, tout d'abord, les quadripôles utilisent de l'alternatif en général. Ce sera des quadripôles je veux dire, à signaux sinusoïdaux, aussi bien en entrée qu'en sortie. Bien sûr, vous comprendrez qu'on aura une réponse en sortie en fonction de l'état d'entrée, hein, du signal d'entrée. Hein. Donc, en fonction de la caractéristique d'entrée du signal sinusoïdal, en fonction de la phase et de l'amplitude d'entrée, là, on aura une réponse qui sera, je veux dire, adaptée par rapport à ce que comporte le quadripôle, ce que comporte comme élément à l'intérieur du quadripôle. Alors, on peut avoir, bon, entre plusieurs quadripôles, des quadripôles qui sont équivalents entre eux. Si le premier peut être substitué au second, sans modifier, je veux dire, les tensions aux bornes ni les courants entrants et sortants. Donc, si on ne bouge pas au courant, tension, je veux dire, entre, bien sûr, deux quadripôles. Bon, si j'en prends là, I1, en complexe, je vais mettre en complexe. Je vais mettre ça comme ça, voilà, I1. Courant I2 complexe, tension U2 complexe en sortie, U1 complexe. Voilà, ça c'est un quadripôle 1. Et là, bon, là j'ai Q2. Voilà. Donc ici on a l'entrée du quadripôle Q1, la sortie. Et là, de nouveau, j'ai l'entrée et la sortie. Voilà.
Donc, deux quadripoles sont équivalents si je peux substituer Q2 à Q1. Bon. Et peu importe la schématique qu'il y a dans Q1 et dans Q2, ça peut être deux structures internes différentes, peu importe, on s'en fout. Donc, du moment que je peux substituer Q2 à Q1 sans modifier, je veux dire, les caractéristiques d'entrée, de sortie ou d'entrée, eh bien, les deux quadripoles sont considérés comme équivalents. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les quadripoles, mais en fait, ici, moi, je préfère m'arrêter ici parce que je vais aller par étapes. Je vais aller par étapes pour expliquer les quadripoles parce que je veux dire, on risque de faire des amalgames et de confondre beaucoup de choses. Voilà. Sachez que les quadripoles sont utilisés, donc généralement on les retrouve en électronique d'automatisme, d'automatisation, hein, dans les automates, systèmes automatisés, hein, parce qu'on retrouve dans le système d'amplification, de filtrage, etc. Voilà. On les retrouve beaucoup, et donc on utilise les quadripoles. On réduit tout un ensemble d'éléments à un quadripôle, on n'en voit qu'une boîte noire, et dans cette boîte noire, on s'en fout ce qu'il y a dans cette boîte noire. Ce qui va nous intéresser, c'est, je veux dire, les entrées-sorties, et peu importe ce qu'il y a, la structure qu'il y a là-bas. Mais attention que la structure qu'il y a là-dedans va modifier, je veux dire, les paramètres, je veux dire, d'entrée-sortie, hein, ça d'office. Hein. Voilà, donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vont évoluer les paramètres d'entrée-sortie en fonction des éléments internes au quadripôle. Mais attention que les éléments internes, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que des résistances. On peut avoir aussi je veux dire comment ça s'appelle ça? C'est pas que des résistances, des selfs et des condensateurs. Hein. On peut retrouver aussi dire des systèmes à l'intérieur. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Ah, peu importe. Bon, enfin, je le verrai si je dois voir ça, je le dirai à ce moment-là. Mais disons que c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, ce qui nous intéresse, ce sont les caractéristiques entrée-sortie par rapport à ce qu'il y a dedans, mais sans tenir compte, en renfermant complètement la boîte noire, en fait. On la renferme. On s'intéresse pas trop, je veux dire. Si, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dedans, parce que le comportement va dépendre de U2, va dépendre voilà, U1, U2, ils vont dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur, mais je veux dire, le quadripôle, c'est un tout. C'est un système, on va dire. C'est un système qui est englobant. C'est un système englobant. Une espèce de boîte noire. Maintenant, je peux aller ouvrir cette boîte noire, aller voir ce qu'il y a là-dedans, et regarder quels sont les composants qui sont, je veux dire, à l'intérieur pour avoir une réponse, enfin, pour laquelle la réponse va être donnée en sortie par rapport à une alimentation d'entrée ici. Donc, le quadripôle va répondre par rapport et la quadripôle va dépendre du système qui est à l'intérieur. Voilà. Du système à l'intérieur, on va lui fournir une puissance, ben, il va sortir une certaine puissance en fonction de ce qui se trouve à l'intérieur. Mais là, s'il faut faire des calculs, on ouvre la boîte noire, on va regarder ce qu'il y a comme composants et on calcule. Voilà, on fait comme ça en fait. Voilà, je crois que j'ai dit si j'ai quelque chose à rajouter, de toute façon, il y a une vidéo qui va venir par après, qui est, je veux dire, qui va compléter celle-ci. Et il y en a 3-4 qui vont compléter celle-ci en fait. Voilà, mais je préfère les faire par morceaux. Voilà, parce qu'il y a du calcul à faire et je ne tiens pas à tout mélanger, avoir une vidéo de 2 heures, donc les gens ne regardent pas. Les gens ils sont vite lassés au bout de 20 minutes. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une vidéo d'1 heure que je dois refaire parce qu'elle est trop longue. Et quand elle est trop longue, bon, les gens laissent tomber en fait. Voilà, je préfère mettre par partie. Voilà. Voilà, donc je vais faire une nouvelle vidéo. Je vous remercie.